C'est le groupe, ça? Ça, c'est le B. J'invite le public avant que... Le groupe B? Ouais. T'es sûr? Ben là, ils sont plus là. C'est ça, la les 66, on va tirer ça par terre, on va changer Martin. Connaissais les calculateurs d'origine. Ben, il t'a pas. Il t'a pas. Hein? Si mettons la biche, on va mettre Gilles, ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bonjour et bienvenue au cas de planification financière personnelle. Préférez-vous les instructions en français ou en anglais? En français. Pas de problème. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour indiquer les 10, les 5, les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé la présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée par moi-même afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université à risque d'être disqualifié de la compétition. J'aimerais demander au public d'éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite de leur présentation, vous pouvez débuter votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Gilles Simard, je suis le directeur régional du groupe Investors ici au Saguenay. Ça fait 25 ans que je suis dans la business de planification financière. On gère ici un bureau de plus d'1 milliard d'actifs sous gestion. Alors, on est prêt à vous écouter. Bonjour, Marc-Antoine Reid, je suis directeur régional aussi, donc collègue de Gilles Simard ici. Je suis directeur régional au bureau Québec-Le Bourgneuf. Ça fait maintenant 18 ans là, que je suis dans les services financiers. Bonjour, mon nom est Martin Dian, je suis directeur régional également, collègue de Gilles et Marc-Antoine. Moi, ça fait 19 ans que je suis dans les services financiers. Merci. Donc, bonjour M. Couture, bonjour Mme Campbell. Je vais tout d'abord commencer par présenter mon équipe et moi-même. Donc, à ma droite, Larry Marcoux et à ma sur-droite, Joannick Mira, moi-même William Saint-Sauveur. On forme service financier MMS et notre rôle, c'est en tant que planificateur financier de vous conseiller en fait sur plusieurs aspects de votre vie financière, 7 pour être plus exact. Donc en gros, là, aujourd'hui, avec les contextes actuels des taux qui semblent monter, etc., la plupart des Québécois ont une conscience par rapport à leur vie financière qui augmente. Puis en fait, on est là pour les accompagner et être certain que chaque dollar qu'ils ont en leur possession sont mis au bon endroit, que ce soit en termes d'assurance et gestion de risque, comme on va en parler plus tard. Vous avez quelques questions par rapport à l'assurance invalidité. En termes de finances,
On avait aussi tout ce qui était peut-être gestion du crédit. Il y avait un refinancement hypothécaire là, dans les trames. Fiscalité, on a relevé là, quelques incidences au niveau de la succession. Vous aviez des questions par rapport à un héritage, puis vous aviez aussi des questions, nous, on a relevé en fait par rapport à quelques crédits, quelque chose d'important. Au niveau des placements, il y avait différents portefeuilles, puis on va s'assurer en fait que ça correspond à votre profil d'investisseur. Au niveau de votre retraite, notre objectif c'était de faire en sorte que vous arriviez à vivre votre retraite, vous vouliez partir en voyage dans la mer, etc. Puis nous, on est là pour vous montrer comment vous allez être capable d'y réaliser. Au niveau, au niveau des aspects légaux, vous aviez quelques questions aussi par rapport avec les mandats d'inaptitude, etc. que vous n'aviez peut-être pas. Donc on est là pour éclaircir le tout. Alors, pour ma part, si je continue avec le bilan personnel, pour monsieur et madame, le couple au total, avec un graphique, ça vous illustre bien l'actif au total que vous possédez, donc pour une valeur d'un peu plus de 2 millions de dollars, qui est quand même une importante somme. Si je continue avec le passif, la seule dette que vous possédez, c'était une dette hypothécaire, donc la totalité de 402 000 dollars. Et la valeur nette que vous possédez, c'est environ 1 700 000 dollars. C'est quand même assez une importante somme. Alors, c'est quand même bien pour vous d'avoir un aussi bon patrimoine. Si je continue avec le patrimoine successoral, qui consiste en fait soit dans le décès de monsieur ou de madame, c'est la valeur que vous allez léguer à vos héritiers. Donc, pour monsieur, c'est une valeur de 900 000 dollars et au décès de madame, c'est environ 1 500 000 dollars. Pour ce qui est des liquidités successorales, c'est plutôt différent. C'est vraiment la valeur que vous allez pouvoir léguer à vos héritiers, mais en cas d'essai immédiat. Donc, c'est vraiment en partant des biens liquides et semi-liquides, plus ou moins les ajustements, qui vous donnent quand même aussi des bonnes sommes que vous pouvez léguer à vos héritiers. Par rapport aux finances personnelles, j'en ai laissé un petit mot là, tout à l'heure. En fait, vous aviez un compte en moins d'environ 3 000 $, donc on s'en servirait pour simplement effacer là, les soldes sur les cartes de crédit, donc sauver les intérêts. On avait aussi le refinancement là, hypothécaire à faire en mai 2018, donc ça arrive bientôt. On n'avait pas d'informations par rapport au pourcentage du prêt hypothécaire que vous aviez présentement, donc on n'a pas pu vous faire une analyse là, comparative de qu'est-ce que vous apporterait le financement si on le faisait aujourd'hui. Cependant, là, avec plus d'informations, puis dans une prochaine rencontre, on pourrait le faire assurément. Ce qui est important de savoir, c'est que présentement, auprès de nos partenaires, là, on peut avoir un taux hypothécaire d'environ 2,41% chez Planiprêt. Puis sinon, on avait aussi là, en termes de placement, Monsieur Couture, vous faisiez là, beaucoup de dépôts dans votre placement non enregistré. Par contre, vous aviez énormément de capacité de cotiser dans votre CELI. Donc simplement à ce moment-là, peut-être déplacer ces fonds-là dans un CELI pour faire en sorte que votre épargne s'accumule à l'abri de l'impôt. Sinon, en termes là, des études de votre enfant, vous aviez un rejeton de 10 ans. Donc, en ce moment, vous aviez déjà ouvert un REE. Peut-être simplement aussi vous rappeler là, quelques règles par rapport à ça, qu'il y a des subventions, autant fédérales qu'au provincial, que vous pouvez réclamer. Par contre, vous ne cotisiez pas le maximum là, présentement, puis vous disiez que vous aviez commencé à cotiser à ce REE tardivement. Donc, en gros, si on récapitule un petit peu, c'est possible pour vous d'aller récupérer les années antérieures de cotisation. Donc, si on prend la cotisation de cette année plus celle des années qu'on va rechercher une année à la fois, on va faire 2500 plus 2500, aller chercher l'ensemble des cotisations, un total de 5000. Puis aussi, il y a une règle du minimum de 2000 $ avant 16 ans. C'était déjà le cas et vous aviez déjà assez d'argent dans le REE à ce niveau-là. Puis sinon, c'est ça, là, comme je disais, là, les suggestions pour recotiser pour aller chercher les subventions non utilisées pour, encore une fois, aller chercher une possibilité de rendement supérieur. Alors, si je poursuis avec la fiscalité, premièrement, vous aviez une compagnie pour vous, madame. Alors, c'est simplement une petite offre qu'on pourrait faire pour vous de faire une analyse salaire du dividende. Donc, on pourrait considérer l'impôt personnel de madame, aussi les charges sociales, donc la part employée, la part employeur, l'impôt de la société aussi, on pourrait essayer d'optimiser le tout à votre avantage et aussi à l'avantage de la société. Donc, ça pourrait être aussi bénéfique pour vous, mais inquiétez-vous pas, on va céduler une rencontre pour le voir un peu plus tard. Et aussi, simplement une petite information que si vous avez simplement du dividende, vous ne pourriez pas contribuer à votre REER. Donc, pour ça aussi, on va essayer de maximiser le plus possible les REER que vous voulez faire. Donc, avec les facteurs d'équivalence et tout, c'est des trucs à considérer dans notre analyse. Et aussi, un petit rappel, je ne sais pas si vous étiez au courant des crédits d'impôt personnels, vous aviez des frais médicaux et les dons de bienfaisance que vous faisiez à chaque année. Donc, simplement se rappeler qu'à la déclaration d'impôt, il y a des crédits personnels qui peuvent être demandés. Si vous voulez, dans les prochaines semaines, on pourrait évaluer peut-être d'avoir le mandat de faire de vos déclarations d'impôt pour optimiser votre impôt.
Donc, ce serait à voir avec vous. Et aussi, les déductions aux revenus pour les frais de garde d'enfants. Ce serait une bonne idée aussi à regarder, vu que vous payez des frais, alors simplement le demander dans la déclaration d'impôt de la personne qui a le moins revenu net, le moins élevé. Donc, c'est pour ça, pour le côté fiscal pour madame. Et aussi, elle avait peut-être la possibilité de se faire donner, ou on ne savait pas encore le traitement fiscal pour le transfert de l'immeuble de ses parents à elle personnellement. Donc, il y aurait deux possibilités. Premièrement, il y aurait la possibilité de le donner à une valeur inférieure à la juste valeur marchande. Donc, exemple que l'immeuble vaut 300 000 et que les parents de madame décident de lui donner à 100 000 il y aurait une double imposition à considérer. Donc, il y aurait une disposition réputée à la juste valeur marchande pour les parents, mais elle aurait l'acquisition du bâtiment au coût des parents. Donc, si je m'exprime un peu plus dans d'autres mots, c'est comme si eux, ils vont mettre dans leur déclaration d'impôt une disposition réputée de 300 000 ils vont payer de l'impôt sur le bien à capital. Et pour madame, elle va acquérir le bien à 100 000 Donc, elle, prochainement, si elle décide, plus tard, si vous décidez, madame, de disposer du bâtiment, vous allez disposer à un coût de 100 000 avec le gain en capital. Donc, ça fait quand même une énorme différence. Il y a une double imposition sur le 300 000 moins le 100 000 que les deux vont payer. Par contre, il y aurait aussi une autre possibilité beaucoup plus avantageuse pour vous, ce serait de donner, que les parents donnent l'immeuble. Donc, ce ne serait pas une double imposition, ce serait une disposition à la juste valeur marchande. Et le coût d'acquisition pour madame, ce serait à la juste valeur marchande. Donc, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de double imposition et ce serait la meilleure solution pour elle. Et aussi, on a constaté qu'il n'y a pas de règle d'attribution pour des dons en faveur d'enfants majeurs. Donc, c'est quand même assez important de s'en souvenir. Là. Si Mme Couture était mineure, il y aurait à ce moment-là des règles d'attribution qui auraient des traitements différents pour le transfert de l'immeuble. En termes de placement, vous aviez un portefeuille qui était relativement diversifié dans tous les produits, plusieurs fonds. Nous, en fait, ce qu'on a décidé comme rôle, en fait, c'est de revoir comment votre portefeuille pourrait être pondéré. Puis ensuite, on va donner le mandat, en fait, à un gestionnaire de placement, un gestionnaire de portefeuille, qui aura, en fait, pour mandat de répartir les titres, les fonds, etc. Donc, nous, on lui fait confiance. En fait, on va pouvoir choisir un gestionnaire dépendant de son historique des rendements passés. On va aussi voir s'il se diversifie bien selon le secteur d'activité, la géographie. Aussi en concordance avec votre profil de l'IQPF. Donc à ce moment-là, ça, on va les voir tout juste après. Puis au niveau des familles de fonds, à ce moment-là, si jamais dans le temps on a besoin de repondérer vos portefeuilles, il n'y aura pas d'incidence fiscale si jamais on sort de l'argent pour en réinvestir dans un autre type de produit. Donc à l'intérieur d'une même famille de fonds, pas d'incidence fiscale. Puis aussi une vision long terme, l'important c'est que vous preniez votre retraite dans encore plusieurs années, presque 30 ans. Puis il y a encore des années à ce moment-là, après à vivre, entre guillemets, avant la mort. Donc c'est vraiment la vision long terme, le fait que le gestionnaire va respecter en fait cette vision-là, le déplacement. Quand on regarde justement en termes de déplacement, le gestionnaire, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est qu'avec les répartitions, lui, il va choisir les bons fonds, les bons titres. C'est un mandat ouvert, donc il va pouvoir là, vraiment s'adapter au marché puis à la situation économique en temps opportun. Donc, si on regarde selon ce que l'IQPF nous donne, profil conservateur pour M. Couture, donc environ le quart en actions canadiennes, 70% en revenus fixes, puis au niveau du court terme, quelques liquidités. Puis pour madame qui était prête à prendre un petit peu plus de risques, donc à ce moment-là, beaucoup plus d'actions, de revenus fixes, environ la moitié moins. Puis on avait aussi des actions étrangères, des actions de marché émergents qui permettent justement, si jamais il y a des hausses, d'aller capter les hausses, là, ce qui est quand même intéressant. Donc, au final, présentement, si on restructure là, pour M. Couture, en fait, il était surpondéré en actions. Donc, il faudrait simplement là, aller chercher la bonne répartition. Puis pour Mme Campbell, à ce moment-là, c'était sous-pondéré en revenus fixes, donc il en manquait. On va aller chercher là, des titres obligataires. Par rapport justement à la hausse des taux, vous aviez des questions par rapport à ça? Donc, en fait, les obligations, dans un contexte de hausse des taux, c'est sûr que leur valeur, leur cours va baisser. Cependant, si on est capable d'aller chercher des obligations ayant une durée courte, on est capable de se prémunir là, contre une certaine volatilité. Puis sinon, au niveau des fonds d'infrastructure, c'était simplement une suggestion en le sens que c'est une alternative qui pourrait être plus intéressante aussi à considérer peut-être à ce moment-là
aller chercher là, des titres dans ce genre de titres-là. Donc, moi, je vais vous parler de la retraite et des assurances. Donc, pour commencer, pour la retraite, là, on vous a indiqué quelques hypothèses qu'on a fait là, pour bâtir cette retraite-là. Donc, selon les normes QPF, on a utilisé une inflation de 2%. Pour les rendements, on a utilisé un rendement de 3,88. 3,80, c'est-à-dire, pourquoi 3,80? En fait, c'est qu'on a fait une retraite conjointe, donc on a utilisé les rendements de monsieur et les rendements de madame, donc on a fait une moyenne environ. Et selon ce que ça nous donnait, c'était un rendement environ 3,8. Ensuite, après la retraite, on descend un petit peu les rendements à 3,25, donc un profil conservateur. Pourquoi? C'est probablement qu'on va diminuer un peu la volatilité des placements lorsqu'on va arriver à la retraite. Par contre, c'est important de comprendre qu'il y a un risque de longévité aussi, donc on garde quand même une certaine partie investie en actions dans le portefeuille. Ensuite de ça, pour financer, là, on a utilisé un âge de décès de 97 ans. C'est selon les normes QPF, encore une fois, pour un risque de survie de 25 pour madame, donc pour une femme de 33 ans aujourd'hui, on aurait besoin d'un âge de décès de 97 ans si on se fie à la table de mortalité de l'QPF. Donc c'est là-dessus qu'on a basé nos estimations et puis on a fait 3 différentes strates de besoins. Donc pour le premier 10 ans, comme vous avez mentionné, vous allez avoir un 25 000 $ de plus, donc ça correspond à peu près à 125 % de votre besoin net, que vous êtes, votre coût de vie annuel net que vous avez actuellement. Donc pour les 10 premières années, on y va avec ça. Ensuite de ça, pour les 10 années suivantes, on revient à 100 % du coût de vie annuel net. Et puis finalement, pour les années 81 à 97, à ce moment-là, on descend à 70 %. C'est quelque chose qui pourrait être argumentable du fait que c'est sûr que lorsqu'on avance en âge, on a peut-être des besoins pour les voyages qui sont moindres, mais c'est sûr qu'il y a des besoins médicaux qui augmentent, donc on peut avoir une discussion là-dessus. Par contre, dans notre analyse, on l'a fait comme ça, mais comme je vous dis, c'est quelque chose qui pourrait être argumenté. Et ensuite, RRQ 60 ans pour madame et 63 ans pour monsieur. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'on ne connaît pas en fait les antécédents médicaux de vos parents. Donc, c'est sûr que si on avait plus d'informations là-dessus, peut-être qu'on pourrait prendre des décisions différentes. Par contre, c'est un débat qui est quand même dur à régler, là, par savoir si on doit prendre à 65 ou 60 ans. Dans notre analyse, on l'a fait à 60, mais encore une fois, on pourrait faire des analyses de sensibilité pour voir qu'est-ce que ça donne à 65 ans. Donc, ce que ça donne, c'est que dans un premier temps, on l'a fait si on ne vendait pas l'entreprise de madame, parce que on a évalué là, à peu près avec un chiffre d'affaires de 700 000 $ que l'entreprise peut valoir à peu près 1 million. Par contre, on n'avait vraiment pas beaucoup d'informations, donc c'est des estimations qui ne sont pas nécessairement parfaites. Donc, on l'a fait dans un premier temps s'il n'y avait pas de vente d'entreprise, donc c'est sûr que ce n'est pas vraiment une représentation de la réalité. Donc, ce qu'on a fait dans un deuxième temps, c'est qu'on a dit on va vendre l'entreprise au moment de la retraite à 60 ans pour une valeur de 5 millions. Donc, à ce moment-là, on a un surplus à la retraite d'environ d'une centaine de mille. Donc, si l'entreprise vaut 5 millions, pourquoi on a dit ça? C'est que selon ce que vous nous aviez dit, il y avait quand même une croissance importante de l'entreprise dans les prochaines années. Et puis, c'est encore dans 22 ans, donc c'est quand même beaucoup de temps qu'on a devant nous. Fait que c'est pour ça qu'on a pensé que l'entreprise pouvait valoir ça dans le futur. Par contre, encore une fois, c'est des analyses qui ne sont pas exactes, mais selon ce qu'on a fait, on croit que c'est des résultats qui seraient représentatifs de la réalité. Et pour ce qui est là, de tout ce qui est rattrapement de la PSV et tout ça, c'est sûr qu'on pourrait faire un décaissement là, à la place d'attendre le plus tard pour décaisser les REER. On pourrait mixer les REER avec les CELI, les retraits non enregistrés pour tenter là, de minimiser le rattrapement de la PSV là, pour vous lorsque vous avez 65 ans. Du côté des assurances, on avait beaucoup de choses aussi. Dans un premier temps, on a noté que vous aviez une assurance vie hypothécaire en lien avec votre prêt hypothécaire. Donc, ce qu'on vous suggère de ce côté-là, c'est que souvent, ces assurances-là sont plus chères et qualité-prix, ce n'est pas nécessairement ce qui est l'idéal pour les raisons qu'on inscrit ici. Donc, le fait là, simplement que le capital d'essai descend en même temps que le prêt et puis que le bénéficiaire n'est pas nommé, c'est une institution financière. Donc, ce qu'on vous suggère, selon l'analyse de besoins qu'on a faite, c'est peut-être de prendre une assurance vie temporaire personnelle au lieu d'en prendre une en fait liée avec le prêt. Donc, ce qu'on a fait comme analyse de besoin en cas de décès, c'est qu'on a dit, on a évalué là, pour maintenir le niveau de vie, pour rembourser les dettes et puis pour aussi rembourser les impôts en cas de décès. Par contre, les impôts en cas de décès ne devraient pas en avoir normalement parce qu'on va rouler les REER et les CELI, là, en fait les REER d'un conjoint à l'autre. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir d'impôts à payer en cas de décès. Par contre, on a vu que pour madame, il y aurait peut-être un besoin d'assurance. Par contre,
Si dans la convention d'actionnaire, c'est inscrit là, en fait, et qu'il y a une assurance vie qui existe entre les deux partenaires, ben à ce moment-là, s'il y a un décès, que en fait, la valeur de l'entreprise vaut plus de 500 000, ben, l'assurance vie pourra être utilisée pour finalement acheter les parts de l'entreprise au conjoint. Et puis le conjoint aura un montant là, de près 500 000 à peut-être 1 million. Donc à ce moment-là, l'assurance vie ne serait pas nécessairement utile. Donc ça, c'est quelque chose à voir là, dans la convention d'actionnaire s'il y a une assurance vie qui existe. Mais nous, de notre côté, si elle n'existe pas, on va en parler un peu plus tard, mais on vous suggère de prendre une assurance vie temporaire 20 ans là, entre les deux actionnaires, pour Madame Laura et puis sa co-actionnaire. Donc, pour s'assurer que s'il y a un des deux actionnaires, à ce moment-là, il y a une assurance vie qui soit utilisée pour racheter les parts là, de l'actionnaire décédé. Et puis aussi la maladie grave qui peut être intéressante. Si jamais il arrive un imprévu à un des deux actionnaires, à ce moment-là, la maladie grave, le capital assuré pourrait être utilisé peut-être pour racheter les parts de l'actionnaire qui était malade. C'est vraiment de voir avec vous là, comment vous voulez considérer cette situation-là. J'ai inscrit aussi l'assurance vie universelle de 500 000 $. On le suggère au deuxième décès. Pourquoi? C'est que vous aviez des buts, en fait, vous vouliez laisser un héritage à votre enfant. Donc avec ça, ça pourrait être très intéressant. On maximise une assurance vie avec aussi un côté épargne. Donc vous pourriez utiliser les liquidités excédentaires que vous avez pour léguer ça à votre fils en cas de décès. Pour l'assurance invalidité, assurance dette pour madame sur le prix hypothécaire, donc on ne savait pas s'il y en avait, on suggère. Également, peut-être invalidité court terme et long terme parce qu'on ne croyait pas que madame en avait. Donc, quelque chose à vérifier aussi. Pour monsieur, on n'avait pas d'informations sur l'invalidité court terme, donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier aussi, peut-être pour vous assurer de ce côté-là. Et les maladies graves pour l'enfant, on vous suggère peut-être un T10. S'il arrive quelque chose à l'enfant, ben à ce moment-là, vous pouvez être à ses côtés, vous pouvez manquer ce travail sans nécessairement vous déclarer invalide. Donc, c'est une capitale assurée qui peut être utilisée pour accompagner votre enfant à l'hôpital s'il arrive quelque chose. Finalement, aussi, en termes de succession, vous aviez quelques questions par rapport aux fiducies testamentaires, comment tout ça s'articulait. En fait, il y a deux gros types qu'on voit couramment, qui sont les fiducies au profit du conjoint, donc une FPC dans le jargon. Donc à ce moment-là, les fiducies au profit du conjoint, si dans l'optique justement où vous recevez en fait l'immeuble de vos parents, à ce moment-là, il faudrait simplement s'assurer que tous les revenus sont vraiment versés seulement qu'au conjoint si jamais un des deux conjoints décède, parce que sinon, en fait, ça invaliderait la FPC. Puis au niveau du capital, à ce moment-là, ce serait vraiment au décès du dit conjoint qui est bénéficiaire de la FPC qu'on pourrait y toucher tout simplement. Sinon, fiducie d'éducation, autre possibilité là, pour votre enfant. À ce moment-là, si vous avez des questions par rapport à ça, on va pouvoir là, absolument vous répondre. Ce qui est important de savoir, en fait, c'est que c'est une fiducie qui n'est pas seulement pour l'éducation scolaire, ça peut servir à ses premiers besoins, ça peut être aussi en termes de loisirs, temps de jour, etc. Puis sinon, en cas de décès, vous aviez le conjoint fait. Donc en fait, puis vous étiez en fait avec des soumises aux règles de la dévolution légale, donc les règles ab intesta. Donc en gros, dans l'ordre des choses présentement, c'était tout simplement là, tout va à l'enfant. Puis sinon, vous n'aviez pas de mandat d'inaptitude, vous aviez seulement une procuration générale. Donc la procuration générale, en fait, est toujours valide tant que vous ne tombez pas inapte. Donc en fait, il faudrait simplement s'assurer que vous avez un mandat d'inaptitude qui est homologué. Puis s'il y a une notarié, il faut aussi le faire homologuer. Ensuite, une fois inapte, à ce moment-là, on l'active. Il faut à ce moment-là nommer une personne de confiance. Au niveau de la convention de vie commune, à ce moment-là, vous disiez que vous aviez une convention, mais ce n'était pas certain là, de comment c'était rédigé. Et simplement se rasseoir, on a là, des avocats, des notaires qui travaillent avec nous au bureau pour pouvoir vérifier tout ça. Puis finalement, le testament, il est déjà fait, mais on ne savait pas s'il était notarié. Donc, encore une fois, nos notaires là, vont pouvoir vous aider dans ces démarches-là si il y a besoin. Donc, au niveau de l'implantation, vous nous avez demandé là, de faire un court mandat d'implantation dans le temps, comment est-ce que ça va s'articuler. Donc, dans le court terme, tout ce qui est assurance, on va pouvoir voir ça. Le salaire mixte dividende dans une prochaine rencontre, là, dans les prochaines semaines, il n'y a aucun problème. Refinancement, mandat d'inaptitude, convention de vie commune, fiducie testamentaire, avec nos avocats, nos notaires, on va pouvoir faire ça aussi. Puis finalement, le transfert de l'immeuble avec vos parents, ça, à ce moment-là, ça va être, on peut le prévoir, puis ça va arriver là, quand vous... Premièrement, j'aimerais qu'on discute d'un point, c'est que moi et mon associé Clara, on a rencontré plusieurs planificateurs financiers, puis beaucoup de gens diffèrent comment se rémunérer. Est-ce qu'on devrait se rémunérer le mix salaire-dividende?
Dans votre groupe, à vous, c'est quoi vous recommandez? Dans Ce notre serait cas, pour nous. Plus moitié-moitié, je vous dirais. Pour l'instant, c'est beaucoup la retraite qu'on voudrait miser. Mais c'est sûr que ce serait avantageux pour vous de vous verser un peu de dividendes pour minimiser l'impôt. Donc, vous en avez parlé un peu que vous vouliez absolument diminuer les impacts fiscaux. Donc, c'est sûr que de verser les dividendes, ce serait intéressant pour vous. Alors, simplement faire des salaires pour contribuer le plus au maximum dans vos REER et le reste, ce sera en dividendes. Ça veut dire moitié-moitié. Vous recommandez quoi? 65 000 en salaire, 65 000 en dividende? Ou... Ça, c'est vraiment une longue analyse qu'il faudrait faire, considérer chacun les taux d'imposition de chacun. Donc, c'est sûr que ce serait à réévaluer avec une autre rencontre. OK. Mon deuxième point, ça concerne l'immeuble que je pourrais recevoir de mes parents. Vous avez parlé de faire un don à la juste valeur marchande. C'est quoi les implications fiscales pour mes parents à moi? En fait, ce serait un don, ce serait une disposition réputée pour eux à la juste valeur marchande. Donc, il n'y aurait pas est-ce qu'il y aurait de l'impôt à payer ou... Parce qu'ils ont fait un gain de 300 000. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y aurait un gain en capital, là, tout dépendant de la façon dont. Je ne sais pas si c'était leur résidence principale ou c'était pas indiqué. Donc, Oui, et mes parents habitent là. Habitent là, ok, bon. À ce moment-là, il pourrait avoir une exemption pour résidence principale là, pour la vente. Donc, normalement, il n'y aurait pas de gain en capital là, pour la vente. Sur tout? En fait, sur la partie qui représente la partie où il reste, en fait, c'est un duplex, là, si je ne me trompe pas. Donc, la partie qui est pour le duplex, il y aurait une exemption pour gain en capital, cette partie-là, mais pas pour la partie. Mais pas pour l'autre partie. OK. Moi, c'était une de mes questions. Vous avez dit au début qu'on est plus riche que je pensais. Là, vous avez dit qu'on a 2 millions d'actifs. C'était constitué de quoi? Est-ce que tu penses que vous avez pris la valeur approximative de la compagnie? Est-ce que c'est 1 500 000 qui vous troublait peut-être un petit peu? Ben, le fait que je pensais pas qu'on avait 2 millions d'actifs. Là, donc, on a la maison, les placements. Il y a aussi, en fait, là, la valeur de l'entreprise qui est à considérer. C'est ça que... Donc, faut pas l'oublier. Okay. Au niveau des intérêts, vous parlez d'une hypothèque ouverte à 2,41. Moi et mon conjoint, ça nous fait un petit peu peur, cette affaire-là, parce que les taux d'intérêt montent. Pourquoi vous nous recommandez ça? Super simple, en fait. Si on parle des taux fixes, on estime en fait que les économistes qui travaillent dans les banques et dans les autres institutions en fait, qui établissent les taux d'intérêt ont anticipé déjà les hausses de taux. Donc, si on prend un taux fixe, ça veut dire qu'on assume que nous, planificateurs financiers, on pense qu'on est meilleur que des économistes qui font ça à journée longue. Ce n'est pas le cas. Dans le fond, nous, on est vraiment là, plutôt sur le taux variable parce qu'à ce moment-là, c'est possible pour nous là, de peut-être battre dans l'optimal le taux des économistes. Je ne comprends pas. Si les taux d'intérêt montent, moi, je ne monterai pas. Vous avez raison, c'est ça. Si les taux montent, votre variable va monter. Nous, notre point de vue... Mon fixe ne montera pas. C'est ça, le fixe ne montera pas. C'est simplement que nous, de notre côté, on croit que si on investit dans un fixe 5 ans, les économistes de la banque, eux, vont avoir anticipé finalement dans leur taux fixe 5 ans les prochaines hausses, eux aussi. Donc, normalement, finalement, l'augmentation prochaine des taux va être intégrée dans le taux fixe 5 ans. On croit qu'en choisissant un variable, à long terme, ce serait plus avantageux. C'est notre point de vue. Donc, sur 5 ans, vous pensez que je vais payer moins d'intérêt avec un taux variable. Donc, je vais payer moins que 3 si on pense, oui, c'est ça que si on compare, par exemple, mais c'est sûr que c'est des hypothèses, mais pour les 5 prochaines années, si on choisit un taux variable, on croit personnellement que vous serez plus gagnant de choisir ça plutôt qu'un taux fixe. Okay. Comment vous voyez la structure de décaissement? C'est qu'est-ce qui est plus fiscalement avantageux? On commence par quoi? On finit par quoi? C'est sûr que votre situation est unique parce que vous avez beaucoup de REER, donc il y a beaucoup aussi de CELI non enregistrés. Donc, dans votre situation, comme on disait, pour éviter de se faire rappeler la PSV, on va suggérer de ne pas décaisser nécessairement les REER en dernier comme on le suggérait pour la majorité des gens, mais on suggérait plutôt de faire un mix avec le CELI non enregistré, dans le but finalement de pouvoir décaisser du REER, mais que ce REER-là ne fasse pas en sorte que vous perdiez l'entièreté de votre prestation de sécurité vieillesse en haut de 65 ans. Puis la maladie grave, comment est-ce que vous avez déterminé pour les adultes le 25 000 de couverture? En fait, c'était pas. On a pris un chiffre comme ça parce qu'on croit que. C'est fini?